qui voulait monter, que je me suis laissé entraîner. Et en fait, j'ai commencé à travailler avec lui, d'abord en tant qu'advisor. Et tu es rentré ensuite CTO de l'entreprise. Quelles sont les choses que tu as retenues je sais que ça a été un passage difficile, c'est une entreprise, c'est pas parti tout de suite. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui, ou est-ce que tu peux d'abord expliquer mieux ce que l'entreprise faisait et ce qu'elle fait, et est-ce qu'il y a des choses que tu as retenues que tu ne referais pas? Ouais. Alors, avec Dino, l'idée c'était de créer une plateforme qui permettait de partager son écran avec autant de personnes qu'on voulait en ligne. Que ce soit pour faire des présentations, que ce soit pour partager des films, que ce soit pour partager des jeux vidéo, etc. Et au fur et à mesure que je me suis impliqué dans le projet, c'était le tout début. Donc c'était au début, je suis venu, il y avait quelques slides PowerPoint avec une équipe un peu vague. Et puis la sauce a commencé à prendre, comme souvent dans des projets entrepreneuriaux. Il y a un moment où ça bascule, où ça devient une vraie boîte. Et là, je me suis dit qu'il faut absolument que je saute, et j'ai rejoint en tant que cofondateur. On était 4 cofondateurs, j'étais le CTO. Et on est parti sur ce projet qu'on voulait créer cette nouvelle plateforme et la diffuser à tout le monde qui avait des ordinateurs, des PC. Et c'était une période très bonne en fait. C'était l'été 2007. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait c'était le moment où il y a eu le pic des valorisations pour les Series A. Et à Dino, en fait, on a réussi peut-être qu'on a fait une dizaine de meetings avec des investisseurs, avec des VC. Donc c'était le parcours de Sandhill Road classique. Et les premières personnes qui ont dit « Banco, on veut investir dans ce projet, on veut vous suivre ». Finalement, on n'a pas été très regardant. On a fermé un round institutionnel très vite. Et on s'est lancé sur le projet. La boîte a grandi, 15 personnes, 20 personnes, en à peu près un an. Et on était sur le point de sortir ce logiciel de broadcast quand il y a quelques opportunités de B2B qui se sont présentées à nous. Et quand on est une start-up, en fait, on essaie de tirer dans tous les sens. Au début, on ne sait pas d'où l'attraction va venir. Et on a trouvé dans ces différentes opportunités de B2B une façon de trouver un gros client qui allait pouvoir diffuser cette technologie et ce produit à plein de clients. On a commencé à trouver qu'il y avait un créneau dans les jeux vidéo pour, ça va vous faire rire, les joueurs exceptionnels de jeux vidéo qui voulaient se parader devant leurs fans en ligne pour qu'ils puissent les accompagner et regarder le parcours dans les jeux. Et on est sorti avec quelques boîtes, quelques portails, entre autres Xfire qui avait un logiciel qui était utilisé par plus de 2 millions d'utilisateurs. Et on a commencé à faire des millions et des millions de sessions de vidéos, de jeux vidéo. Et on n'y connaissait rien du tout. Et on a compris qu'il y avait effectivement il y avait un besoin. Mais en fait, on était toujours dépendant de ces clients. On a signé un deal avec Electronic Arts, qui est juste à côté d'ici, pour construire leur plateforme de broadcast de jeux vidéo. En fait, dans tous ces déploiements, on était très dépendants des personnes qui étaient entre nous et le consommateur. Et c'était frustrant parce qu'à chaque fois qu'on voulait sortir des choses nouvelles, ils étaient très conservateurs, ils ne voulaient pas sortir des choses aussi vite que nous on tournait. Et puis ils avaient leurs idées sur ce que leur communauté aimait, ce qu'ils n'aimaient pas, etc. Et finalement, nous, on avait l'impression qu'on aurait pu faire mieux nous-mêmes, mais on devait toujours supporter ces différents deals. Et donc il y avait une espèce de frustration de notre part de ne pas pouvoir faire exactement ce qu'on voulait, et de leur part, aussi une frustration qu'on n'écoutait pas leurs demandes. Et donc on était en train de surfer entre le B2B et le B2C, et ça je pense que c'était une des erreurs majeures qu'on a faites. Plein d'autres choses que j'ai apprises au moment de cette expérience. On était 4 cofondateurs, et je trouve que 4 c'est très difficile. Si vous avez fait des projets de classe, ou si vous avez travaillé avec des collègues, etc., vous savez que 2 c'est facile. 1 c'est le plus facile, 2 c'est assez facile. Mais 3 à 4, il y a toujours des gens qui sentent que leur contribution n'est pas appréciée, ou qui n'arrivent pas à bien travailler avec les autres, etc. Et donc il y avait beaucoup de tensions. Il y avait beaucoup de tensions entre les fondateurs. Et
et ça s'est ressenti dans la boîte, ça fait un effet très néfaste. On avait des investisseurs institutionnels qu'on ne connaissait pas très bien. Et donc quand il y avait des hauts, tout allait bien, mais quand il y avait des bas, c'était très crispé. Ils étaient très crispés, ils n'étaient pas très rationnels, et donc ça avait des effets néfastes sur la boîte. Ils ont essayé de liquider mon partenaire qui était le CEO une première fois, ça n'avait pas très bien marché. Donc c'était vraiment très dur, il y avait plein de hauts et de bas, à tel point qu'on s'est retrouvé en 2009, au bout de à peu près 2 ans de boîte, avec très peu de cash qui nous restait dans la banque, et sans vraiment savoir comment on allait pouvoir faire survivre cette boîte. Si tu es là aujourd'hui, entre autres, c'est que tu es sorti de ce projet. C'est pas toujours facile quand on est fondateur, mais tu es sorti avec ton associé Uri. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es sorti et dans quelles conditions? C'est trop te demander. Non, bien sûr. Donc avec quelques semaines de cash ça passe. On s'est demandé gentiment. Non. Vous dites pas. Mais avec quelques semaines de cash qui nous restaient, en fait, on a réussi à... Et c'était de manière complètement fortuite, et je pense que c'est quelque chose qui arrive aux startups, c'est toujours dans les moments les plus désespérés que la lumière vient. En fait, on a reçu... on a été introduit à une grosse boîte, qui a beaucoup aimé la plateforme qu'on avait, et qui très vite, en fait, nous a fait une offre d'acquisition. C'était une offre d'acquisition intéressante. Et on avait arrivé quasiment plus à payer les salaires. On avait 20-25 personnes dans la boîte. Et donc nous, on pensait que ça, c'était une opportunité inespérée, unique. Et on a présenté cette offre. Au board. On a fait venir un nouveau CEO quelques mois avant pour nous aider à construire la boîte, à lever un nouveau tour. Et en fait, le board et le nouveau CEO n'étaient pas du tout réceptifs à cette offre. On ne comprenait pas. On semblait être sur le point de la faillite, avec une possibilité d'exit en fait, pour la boîte et une nouvelle maison en fait, pour tous les employés qui semblaient intéressantes. Et aussi bien le nouveau CEO que nos investisseurs ont décidé que eux, c'est pas quelque chose qui les intéressait, ils préféraient. Ça nous a permis de prolonger en fait la vie de la boîte parce qu'ils ont décidé de remettre de l'argent en fait pour pas poursuivre cette opportunité. Mais pour nous, ça nous semblait juste la mauvaise décision à l'époque. Et à ce moment-là, on a décidé que c'était un trop grand schisme en fait avec le CEO, avec le board pour pouvoir rester dans de bonnes conditions. Et donc on a décidé de partir. Merci de cette explication, c'est toujours délicat à expliquer. Et c'est là que vous brainstormez pour démarrer donc le service Tango. Donc tu vas nous expliquer un peu mieux ce que c'est. Et comment vous est venue cette idée en fait? Oui, donc en fait je crois qu'on a pris à peu près une semaine de vacances. Où, on nous a décompressé un petit peu. Et on se réunissait tous les jours dans la maison de mon associé, Uri. Et on avait été ensemble, en fait, on avait traversé des hauts et des bas, et on s'était rendu compte qu'il y avait énorme confiance qui s'était établie entre nous. Et c'est rare, en fait. C'est rare d'avoir la confiance, autant de confiance, en fait, dans quelqu'un dans le monde du business. Et donc, on avait décidé qu'on voulait vraiment refaire quelque chose ensemble. Et donc, un des domaines qu'on connaissait bien, c'était la vidéo. Le mobile, dans l'été 2009, c'était quelque chose qui semblait intéressant. L'iPhone était sorti avec à peu près 9 mois avant. Donc c'est quelque chose qui avait le vent en poupe. L'App Store venait de commencer. Et Uri est israélien, sa famille est dispersée dans plein de pays. Je suis français, la famille de ma femme est à Paris. Donc on s'est dit, une des choses qui nous manquait le plus en fait à Dino, c'est qu'on n'utilisait pas le produit. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le domaine de la vidéo, dans le domaine du mobile, qu'on utiliserait tous les jours? Qu'est-ce qui résoudrait un problème qu'on avait nous en tant que consommateurs, et qu'est-ce qui semblerait porteur? Et on s'était rendu compte qu'il y avait un certain nombre de changements qui étaient sur le point de se passer, qui semblaient vraiment intéressants. Il y avait la révolution des smartphones.
donc les téléphones qui pouvaient aller sur Internet, etc., qui pouvaient downloader des apps. C'est quelque chose qui, ça semble évident aujourd'hui. À l'époque, il y avait juste l'iPhone, mais ça semblait être un trend qu'on voulait suivre. Numéro 2, en fait, le réseau 3G et le réseau 4G qui se profilait et qui commence à sortir maintenant permettait pour la première fois d'avoir des communications vidéo en simultané, en temps réel, sur le réseau cellulaire. Numéro 3, Skype était une boîte qu'on avait pas mal étudiée. Et, à l'époque, Skype se targuait de faire 40% de toutes ses communications avec de la vidéo. Donc ça, on pensait que c'était quelque chose de vraiment intéressant. Et numéro 4, en fait, on voulait vraiment faire quelque chose directement avec le consommateur. Et avec le phénomène de l'App Store, c'était un canal de distribution privilégié en fait, pour pouvoir mettre un produit et le mettre directement dans la main des consommateurs sans intermédiaire. Avant, sur le mobile, il fallait passer par le deck du téléphone, il fallait négocier avec les opérateurs, avec les fabricants de téléphones pour pouvoir mettre quelque chose sur un mobile. Mais avec l'App Store, avec le Android Market plus tard, ça c'était quelque chose qui était possible. Alors, on s'est dit, il y a vraiment la place de faire un service d'appel vidéo qui marcherait sur Wi-Fi, qui marcherait sur 3G et qui marcherait sur tous les écrans qu'on a autour de soi, que ce soit le mobile, que ce soit les tablettes qui vont venir plus tard, que ce soit sur l'ordinateur, etc. Et donc on est parti sur cette idée et le timing en fait était idéal. On a eu une chance inouïe. Quand on a commencé, il n'y avait pas une app vidéo qui avait été autorisée sur l'App Store. C'était quelque chose dont les gens avaient peur. AT&T avait très peur de choses qui allaient consommer beaucoup de leur network. Je ne sais pas si l'Apple Store était prêt à faire ça encore. Et 4-5 mois après qu'on se soit lancé, on a vu la première app vidéo sortir pour faire une espèce de service de télévision. Il n'y avait pas de caméra sur l'avant des téléphones. Donc en fait, sur l'arrière des téléphones, on peut montrer ce qu'il y a autour de soi, mais on ne peut pas faire du chat. Mais en mai, c'est-à-dire 7-8 mois après qu'on se soit commencé, le Ivo de HTC sort avec une caméra frontale, et évidemment le iPhone 4 sort en été 2010 avec FaceTime, 2-3 mois avant qu'on lance le service. Et en fait, toutes ces différentes barrières pour le service sont levées progressivement au fur et à mesure qu'on avançait. Et on a eu une chance inouïe en fait, au niveau du timing. Je vais te replonger un peu en arrière parce que je sais qu'il y a quelques jeunes entrepreneurs qui sont dans la salle. Et c'est toujours difficile, quand on n'a pas encore une grosse carrière et beaucoup d'argent, de décider de monter une entreprise. Personnellement, il faut survivre. Ton associé, à première vue, est déjà bien réussi, mais toi, comment tu as fait financièrement dans le démarrage de l'entreprise pour tenir et comment tu as abordé ce genre de choses? En fait, j'ai la chance d'avoir une bonne secrète, qui est mon épouse, et qui est présente. Et mon épouse travaille dans la Bay Area, elle a un super poste, et donc on a 2 salaires. Et effectivement, entre la fin de Dino et le moment où on a levé un premier tour de financement pour Tango, effectivement, je n'avais pas de revenus, mais j'avais la chance que mon épouse en fait pouvait m'épauler à l'époque. Et d'ailleurs, on attendait notre premier enfant à ce moment-là. Mais c'était un énorme confort mental en fait de l'avoir à côté de moi et de l'avoir à me pousser en fait dans ce projet, en me disant t'inquiète pas, moi il y a mon salaire et ça sert à ça. Elle m'a aussi autorisé à investir dans la boîte, et c'est quelque chose que je recommande à tout investisseur de faire si c'est possible, parce que ça donne une énorme crédibilité en fait dans sa boîte, et je pense que ça montre en fait la conviction, ça montre la passion. Et c'est beaucoup plus facile de convaincre quelqu'un de rejoindre un projet qui est très très tôt, ou de convaincre un investisseur que c'est pas que de la parole, c'est pas que leur argent à eux, c'est votre argent à vous aussi. Et donc je pense que c'est un énorme avantage pour moi, et j'aurais pas pu le faire sans elle. Surtout que vous avez fait un choix dès le début de travailler avec de l'investissement privé, donc d'où l'importance de montrer qu'on met son propre argent dedans. Ça aide